Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien en cette si belle journée, ce si beau lendemain de match. J'espère que vous avez réussi à dormir. Moi j'ai eu un peu de mal, hein, je vous avoue, j'étais encore un petit peu dans le match et tout. Il était 4h, 5h et j'étais là toujours... Allez. Mais bon, c'est l'heure de profiter aussi et de profiter avec cette FAQ. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Jules Koundé pour son but d'hier, son but victorieux. Merci Jules, merci pour tout. Voilà, tu fais une grosse saison. Souvent critiqué injustement parce que oui, on attend de lui qu'il soit le nouveau Daniel Alves, mais c'est tout simplement le Jules Koundé, un joueur qui enchaîne un nombre de matchs incalculable, un nombre de matchs record même, qui n'arrête jamais, qui ne se repose quasiment jamais. Et voilà, il nous donne la victoire dans un beau moment aussi, dans un grand match final de Coupe du Roi. Classico. Voilà, il fallait aussi prendre la lumière à ce moment-là. Et il a pris la lumière, il l'a porté. Il a porté ses cojones, il a pris le ballon, l'a mis au fond des filets, c'est magnifique. Bref, vous avez été très nombreux à me poser des questions, je dois avoir plus d'une centaine de questions, donc évidemment, vous savez déjà, je ne vais pas pouvoir tout prendre, même si j'ai envie de faire une grosse FAQ pour célébrer tout ça. Il y a toujours des rabat-joie qui vont me dire « Ouais, la vidéo est trop longue, en fait, ça dure le même temps qu'un film et tout. » Je sais les gars, mais bon, que voulez-vous? Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Donc on commence tout de suite avec les questions sur Discord, il y en a moins, donc évidemment, je prends d'abord sur Discord. On commence avec Dronable qui dit salut, café, salut frérot. Question, comment un club comme ça peut-il se targuer d'être une institution qui génère des valeurs quand on voit ce qu'il s'est passé en 2 jours? Des pressions sur l'arbitre jusqu'au pétage de plomb de Rudiger. Ouais, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Alors attends, c'est quoi la question? Comment un club comme ça peut se... Ouais, je sais pas. Soi-disant, ils transmettent des valeurs, c'est des valeurs assez nobles, voilà, nous sommes le Real Madrid, tu sais, c'est toujours un peu, on va dire, peut-être la classe, ce genre de choses-là, vous savez, c'est souvent cette image-là qui est véhiculée. Ancelotti aussi, qui avait beaucoup parlé, vous savez... La saison dernière, quand Xavi se plaignait d'injustice, tu vois, qu'il avait, en tout cas, c'est ce qu'il ressentait lui. Je pense qu'il y a pas mal de supporters du Barça qui ressentaient aussi cette injustice. Et quand Xavi parlait, ben voilà, il fallait pas parler d'arbitrage. Les journalistes qui se moquaient aussi de lui, qui disaient qu'il était toujours là à trouver des excuses, qu'il fallait pas chercher d'excuses, tout ça. Même les supporters du Barça, on en avait un petit peu marre. Soit des excuses, soit de cette injustice, on va dire, qu'on ressentait, mais il fallait rien dire, il fallait vraiment fermer sa tronche parce que soi-disant on n'était pas au niveau, parce que je ne sais pas, parce qu'on ne gagnait pas des matchs, parce qu'on avait du mal à jouer, alors il fallait ne pas parler d'arbitrage. Et je trouve ça un peu injuste. C'est comme si je vais pas faire de comparaison, mais c'est injuste. Même si tu joues mal, si tu te fais voler, on va dire un match, on va appeler ça comme ça, mais s'il y a une injustice, si tu te fais léser dans l'arbitrage, j'ai bien dit léser, eh bien oui, tu as le droit quand même de te plaindre. Et là Ancelotti nous disait, grand seigneur, hein, Ancelotti, grand monsieur, qui nous faisait une leçon de vie, qui nous disait qu'il fallait pas, non, faut pas parler d'arbitre. Je ne vais pas me rabaisser à parler d'arbitrage. Ancelotti disait ça, ce n'est pas professionnel, ce sont ses mots, hein. Il avait parlé de ça en conférence de presse. Et puis on voit son club qui, à partir du moment où tout ne va pas dans son sens, eh bien fait des campagnes médiatiques pour mettre la pression sur l'arbitre à chaque fois que ce club considère que l'arbitre est contre eux, disons. On va dire ça comme ça. Et je suis pas sûr que ça transmette les valeurs que, soi-disant, les valeurs du Real Madrid. Parce que si on lit un petit peu les valeurs du Real Madrid, je suis pas sûr qu'il y ait pleurnichard, voleur, tricheur, tout ça. C'est pas ça. C'est pas censé être sur le papier, c'est pas censé être leur valeur, tu vois. Et pourtant, on peut se poser des questions. Non. Mais c'est vrai que le pétage de plomb de Rudiger, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que ce gars-là devrait être suspendu pendant un bon bout de temps. Après, c'est pas la première fois qu'un joueur du Real Madrid pète un plomb. On se souvient pour les plus vieux, on va dire, ceux qui ont vécu cette période, de Pepe, le fameux défenseur portugais du Real qui avait, je sais pas ce qu'il avait essayé de faire, peut-être d'assassiner le défenseur de Getafe. Après, on sait que Getafe, c'est une équipe un peu de catcheur, mais quand même, il lui avait
shooté dans le dos, il avait lacéré le dos à coups de crampon, je sais pas, c'est une dinguerie, j'avais jamais vu ça dans le foot, de mes yeux quoi, disons. Et voilà, et là on en est rendu à un point assez fou quoi. Donc j'en ai beaucoup parlé dans le débrief hier et je sais même plus quoi dire. Pour moi ça dépasse la folie quoi. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils pensent qu'ils sont je sais pas, dans un complot ou un truc dans le genre, tu sais, qui subissent un truc dans le genre. C'est lunaire ce qui se passe. C'est eux qui mettent la pression sur l'arbitre et après ils te disent ouais, l'arbitre il était pas ça c'est un délire ça hein. Ça c'est un truc complètement timbré. Il y en a ils se rendent pas compte de ça. Des supporters du Real, je veux dire. Leur club met la pression sur l'arbitre et après ils vont te dire ouais mais voilà, vous voyez, l'arbitre il était pas il pouvait pas arbitrer, il était pas dans de bonnes conditions. Mais les gars, et ça leur vient pas à l'idée que c'est à cause d'eux, tu sais. Non, ça ils en parlent pas. C'est une folie. Bref, passons. Je pense que ça va beaucoup parler de ça dans la vidéo et je vais pas faire à chaque fois 10 minutes sur chaque truc comme ça, donc on avance. Ensuite il y a Emile qui dit salut café après la fin, salut. Du match hier où on joue avec 5 défenseurs centraux, Araujo, Eric Garcia, Cubarsí, Nilo, Koundé. Tu penses qu'on peut espérer des arrivées à ce poste car on manque clairement de banc et heureusement cette saison on s'en sort grâce à Flick et les joueurs qui sont boostés. Je pense pas qu'on doit vraiment aller chercher des défenseurs centraux, enfin si on peut aller chercher par exemple Jonathan Tah, je veux bien mais je suis pas sûr qu'il y ait un défenseur qui reste. Inigo il a fini comme latéral parce qu'il n'y a pas Baldé, mais l'objectif serait plutôt d'aller chercher un latéral, tu vois, un remplaçant qui sera au niveau de Baldé ou plus fort même, mais bref un mec qui peut être titulaire au Barça ou sans problème. Latéral droit c'est pareil, Koundé derrière Hector Fort, on l'a vu, il était pas mauvais, mais est-ce que ça peut être bon dans les grands matchs si jamais Koundé n'est pas là, je ne sais pas. Puis après en défense centrale on a Inigo, on a Cubarsí, on a Ronald, on a Eric hier a fini milieu de terrain aussi. Milieu de terrain pourquoi? Parce que Bernal n'est pas là, parce que Casado n'est pas là. Si Eric Garcia, si Casado plutôt ou Bernal ne se blesse pas du tout de la saison, si tu sors Frenkie, tu peux faire rentrer un des deux, tu vois, et tu feras pas rentrer Eric Garcia au milieu de terrain, pas en priorité, tu vois. À la limite, tu peux faire ce choix, mais en priorité, tu vas faire entrer des mecs qui... c'est leur vrai poste, tu vois. Donc, est-ce qu'il faut aller chercher des défenseurs centraux parce que hier, on a fini avec beaucoup de défenseurs centraux sur le terrain? Je dirais que non. Je dirais que ça n'a pas forcément de lien direct, tu vois. Je pense qu'il faut aller chercher des latéraux et des attaquants. Tout ce qui est milieu et centraux, on a ce qu'il faut normalement. Ensuite, question de Omar Digno qui dit « Salut Café, salut. On a beaucoup subi la deuxième mi-temps contre Madrid, mais on s'en sort bien. » Contre Dortmund aussi. Qu'est-ce qui justifie ce manque de maîtrise pour toi? Qu'est-ce qui justifie qu'on arrive à se sortir à chaque fois de la galère aussi? Bon, chaque match est différent, donc vous dire qu'on se sort de la galère contre le Real ou contre une autre équipe, ça peut être différent, mais évidemment qu'il y a une question de mentalité, la fameuse mentalité, mais surtout, ouais, voilà, la question de confiance aussi. Les joueurs ont vraiment confiance en eux comparé à avant où il y a encore quelques saisons où, oui, t'avais pas forcément cette confiance chez les joueurs. On aurait dit que si on était mené ou si on perdait, on était mené au score, t'avais l'impression que les joueurs avaient pas forcément abandonné, mais qu'ils avaient ce sentiment de... Je sais pas s'ils avaient un sentiment d'impuissance, mais en tout cas, ils avaient pas forcément cette confiance de se dire tranquille les gars, on va revenir, tu vois. Là, il y a un peu plus ça. Alors, c'est pas ce que j'ai ressenti hier en vrai. Enfin, un petit peu, tu vois, mais c'était pas forcément par rapport à la confiance, c'était plus par rapport au niveau, tu vois. Dans d'autres matchs, c'est par rapport à la confiance. Au niveau aussi, forcément, si les joueurs sont mauvais, vraiment mauvais, bon, tu peux pas forcément revenir, mais dans certains matchs, t'avais le sentiment qu'on était allé chercher ce match au mental, tu vois. Hier, je sais pas si on peut dire que c'est le cas. Un petit peu, forcément, il te faut dans un classico comme ça. Mais pour moi, on était largement au-dessus, vraiment. Vraiment au-dessus. Et on a failli perdre ce match, mais à un moment donné, quand on est mené, tu sens les types qui se disent bon allez les gars, on arrête de blaguer et on remet un but et on se remet à jouer, tu vois. Et c'est pas une question pour moi là vraiment sur ce cas précis, c'est pas forcément une question de confiance, c'est plus une question de niveau. L'équipe elle a confiance en elle a confiance en ses qualités, tout ça. Je pense qu'ils savent qu'ils peuvent être au-dessus de pas mal de monde. C'est pour ça qu'hier dans le débrief je disais que nos propres adversaires, nos plus grands adversaires c'est nous-mêmes, parce que contre beaucoup d'équipes je pense qu'on est au-dessus. C'est peut-être pas le cas dans le dernier carré là, de la Ligue des Champions, on n'est pas forcément très au-dessus de chaque équipe, mais la plupart des équipes qu'on joue en général, on est beaucoup plus forte qu'elles. Cette saison, ça vaut pour cette saison, évidemment la saison dernière c'était différent, tout ça, et la saison prochaine on sait pas, mais là à l'heure actuelle, cette saison on est quand même supérieur à beaucoup d'équipes. Donc quand le Barça veut vraiment
battre son adversaire, veut vraiment les éteindre, ils le font. Et hier, on avait, enfin moi, c'est mon ressenti, hein, mais j'avais cette sensation que le Barça voulait pas trop pousser, quoi. Ce qui est dommage parce qu'on sentait vraiment en début de match, on était largement au-dessus du Real, quand même. Il n'y avait pas photo, tu vois. Donc après Dortmund et tout ça, je sais pas, c'est peut-être un peu différent. Dortmund était vraiment, il n'y avait pas Pedri déjà, ce qui a beaucoup joué sur le milieu de terrain, notre façon de jouer. Mais c'est vrai qu'hier, on avait cette sensation que le Barça a déjoué. Il s'est perdu un petit peu dans son football à un moment donné. Le Real, on sait qu'ils aiment bien emballer les matchs, que ça parte un peu dans tous les sens. Ça va les avantager eux. Le fait que on joue un match de tennis, tu vois, ça aille vite des deux côtés, tu vois, ça les avantage eux parce que c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de ce profil-là, des joueurs de contre-attaque, de transition, tu vois. Alors nous aussi, on a des Rafinha, des mecs comme ça, mais le Real Madrid joue plus comme ça. Nous, on est plus à construire, vraiment à poser le jeu, on va dire. Notre style de jeu, c'est plus ça. Et on s'est mis à jouer, à rentrer dans leur jeu, on va dire, à jouer comme eux, ils le voulaient. C'est ça qui nous a fait, qui nous a perdu un petit peu dans ce match-là, quoi. Après, on s'est un peu réveillé et franchement, cette fin de match, je vous dis, j'y croyais plus. Même si on était revenu à 2-2, je pensais qu'on allait revenir à 2-2, tu vois. Mais au moment où Pedri est sorti, je me suis dit, bon, ben, ça sent pas bon quand même. Ça sent pas bon, les joueurs, ils sont fatigués, ils restent sur le terrain. Ferran, il était cramé complet. On fait rentrer Pau Vitor. Après, je me suis dit, peut-être que Fermin va faire quelque chose, je le sentais bien. Il a fait une bonne rentrée, il mettait beaucoup d'énergie. Je me suis dit, ça peut venir de lui. Peut marquer, mais bon, c'était pas un match très ouvert vers la fin, tout ça, les deux équipes étaient fatiguées, je me suis dit ça va aller au péno, tu vois, donc là ça va être compliqué les pénos. Et Koundé a surgi de nulle part. C'est magnifique, je m'y attendais pas, mais c'est beau. Donc c'est un mélange un petit peu, tu vois. Ce manque de maîtrise, c'est des fois on se perd, on va dire, dans notre manière de jouer, on reste pas sur notre ligne directrice, tu vois, de notre manière de jouer. Des fois, on se perd un petit peu dans le match. Et qu'est-ce qu'on fait qu'on revient aussi, c'est beaucoup au mental, beaucoup la confiance des joueurs qui ont changé quand même. Ensuite, il y a Blogran Actu qui dit Rudiger. D'ailleurs, Blogran Actu, les gars, je vous conseille d'aller vous abonner, évidemment, au frérot. Rudiger va-t-il prendre plus d'un match de suspension? Eh bien, c'est une bonne question. On sait que généralement, il se passe un petit peu des trucs bizarres. Mbappé qui la dernière fois a assassiné un joueur, hein, concrètement, je veux dire. Il y allait pour lui péter la jambe et il a pris qu'un match de suspension, ce qui lui a permis de pouvoir jouer la finale de la coupe. Est-ce que Rudiger prendra plus d'un match? Ce serait mérité. Je pense que tout le monde s'accorde à dire un petit peu la même chose. Je pense qu'il a pété complètement un plomb. Après, c'est un joueur qui a l'air pas terminé. Disons qu'il a l'air un peu dérangé. Je veux dire, ça, on voit des fois ses réactions, il est bizarre Rudiger. On va pas se mentir. Heureusement qu'il est pas venu au club. Dites-vous qu'il y a encore quelques saisons là, avant qu'on fasse venir Christensen, je crois. Il y en avait qui voulaient Rudiger. On pouvait se poser la question. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un défenseur rugueux, tu vois. On avait ce problème aussi de manque d'agressivité en défense. Putain, bah heureusement qu'il est pas venu. Waouh. Le timbré, quoi. Donc est-ce qu'il va prendre plus d'un match? Il mériterait de prendre au moins 10 matchs de suspension. Il est complètement fou en fait, ce type. Complètement fou, ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. S'il n'y a pas les membres du staff, les joueurs qui l'arrêtent, ils rentrent sur le terrain et ils tabassent l'arbitre, quand même. On se rend pas compte. On n'oublie pas Vinicius et tout ça autour aussi, hein. On n'oublie pas Ancelotti qui mettait la pression sur l'arbitre. On n'oublie pas les adjoints, les membres du staff qui à la mi-temps mettaient la pression sur l'arbitre. Bellingham qui était là à dire ouais, c'est it's a fucking disgrace, bientôt il va dire. Ah là là, il régale, putain. Irrégal. Ensuite, il y a Amine qui dit le job de Pérez a bien été fait, ça c'est sûr. GG ne doit pas jouer contre l'Inter, jouer contre des voyous. Ouais, le job de Pérez, toute l'équipe, hein, j'imagine qu'il n'est pas seul. Mais oui, le taf a bien fonctionné. Le taf a été fait côté Real. Enfin, je veux dire le taf en dehors des terrains, quoi. Et ça a bien fonctionné, oui. Ça a bien fonctionné. Moi, ce qui me rend complètement dingue, c'est de voir qu'il y en a qui ferment les yeux là-dessus. Il y en a qui occultent cette chose-là. Ils disent, ouais, l'arbitre, il était pas forcément bien pour arbitrer, ça se voyait. Mais les mecs se posent pas la question du pourquoi. Et si tu leur dis, mais frérot, pourquoi à ton avis l'arbitre était pas bien? Ouais, mais non, frérot, au bout d'un moment, faut voir les choses en face. J'aimerais pas supporter ce club, hein. Voilà, c'est tout, je vais dire juste ça. Concernant Martin, ouais, vaut mieux pas qu'il joue contre l'Inter, il a pas été au niveau, hein, clairement pas au niveau. Ensuite, il y a la frite, il dit je suis HS, plus d'énergie, trop d'émotions, et toi? Ouais,
Hier j'étais fin du débrief, j'étais assez HS. J'étais KO, je me suis couché quand même pas longtemps après, hein, mais j'arrivais pas à dormir quand même. Même si j'étais HS, j'avais encore la célébration et tout, le match en tête, le but de Koundé, le but de Pedri et tout. J'étais encore un peu sous l'excitation du match. Mais ouais, et là aujourd'hui je suis un peu HS, je t'avoue. Hein. Là je tourne une longue vidéo, ça fait déjà plus de 20 minutes que je tourne. J'en suis qu'au début. Je suis un peu KO, mais on va pouvoir se reposer un peu tranquille. Ensuite, il y a Mudboy qui dit le triplé, c'est la question. Oui. Oui, c'est la question. On est en route pour le triplé, hein, on va voir. On va voir si ça le fait, si on va être au niveau jusqu'au bout. L'Inter, on va avoir une réponse très rapidement parce que ça arrive déjà dans quelques jours. Et ouais, on est probablement en route vers un triplé, enfin on n'est pas en route mais on est sur le chemin pour le moment, on verra comment ça se passe ce chemin, s'il va y avoir des pièges, des choses comme ça, du danger, si on va s'en sortir vivant jusqu'à la fin, mais la saison n'est clairement pas finie, on a gagné la coupe du roi, il faut célébrer, il faut profiter de ça, c'est sûr. On a déjà gagné la Super Coupe aussi d'Espagne, on a pu le célébrer, profiter, on a fait un très beau parcours en Ligue des Champions, donc on profite. Mais ce n'est pas encore fini. Le travail n'est pas fini et je pense que ce soit le coach ou les joueurs, je pense qu'ils le savent quand même. Je pense qu'ils en sont conscients et je pense qu'ils vont rester concentrés jusqu'à la fin pour aller chercher justement ce fameux triplé. Ça serait une saison magnifique. Ensuite, il y a Sané Malado qui dit « Comment juges-tu le choix de Hansi Flick qui a préféré remplacer Inigo en arrière gauche au lieu de faire entrer Hector Fort. Je pense que c'est en fonction du match. J'ai pas vraiment réfléchi à ça, je t'avoue. Je me suis pas posé la question, mais c'est vrai qu'hier, à un moment donné, juste avant que le Real marque, il y a Hector Fort et Gavi sur le côté de la pelouse, je crois, qui vont rentrer. Et là, le Real marque un deuxième but, ou alors c'est Ronald. Non, c'était Hector Fort, je crois. Et il change. Et il change Hector Fort et il met plutôt Ronald sur le bord de la pelouse. Et il y a des joueurs qui rentrent, qui n'étaient pas là, genre Eric Garcia je crois, ou je sais plus, ou... bref. Mais on voit que la physionomie du match, on voit que déjà que Flick, tactiquement, bon après on s'en doute, forcément c'est un coach, donc mais il fait pas les choses au hasard. En fonction du résultat du match, de la physionomie en direct, il va changer ses changements, tu vois, il va, non toi finalement tu vas pas rentrer, c'est toi qui vas rentrer. Il a vu qu'il fallait stopper, on va dire l'hémorragie, qu'il fallait calmer le temps fort du Real, je pense que c'est ça. Et il s'est dit je vais faire rentrer Ronald qui va apporter physiquement, qui va un peu calmer peut-être les ardeurs des attaquants du Real. Ce qu'il a fait d'ailleurs, il a fait une bonne entrée Ronald. Et il a voulu garder Inigo pour le côté expérience, le côté tu vois, plutôt que de faire rentrer un mec comme Hector Fort et de devoir sortir soit Koubarsi qui était dans un grand soir, il faisait un très grand match. Imagine tu sors Koundé, c'est lui qui a marqué le but de la victoire. Des fois ça se joue à rien, tu vois, le coaching, des fois tu vas faire un choix, tu peux pas savoir si c'est le bon avant, tu vois. Et au final tu pourrais dire il aurait peut-être dû faire sortir Koundé, mettre Ronald latéral droit, tu vois, et voilà, tu laisses Koubarsi, Inigo, tu mets Hector Fort à gauche. Et au final c'est Koundé qui marque le but de la victoire. Et donc tu te dis heureusement que je l'ai pas fait sortir, tu vois. Mais bon voilà, Koubarsi pour moi était dans un grand soir, fallait pas le faire sortir. Même Inigo, mentalement, psychologiquement, Inigo c'est un guerrier, c'est un mec qui a l'expérience, c'est un mec qui t'apporte à une équipe, c'est un leader quoi sur le terrain. Donc Inigo il fallait qu'il reste sur le terrain aussi, donc il a choisi de mettre Inigo gaucher, latéral gauche. Et on voyait qu'il montait pas trop, il montait pas comme un latéral, voilà. Mais je pense que c'est un choix vraiment en cours de match. C'est-à-dire que je pense pas qu'on partira, par exemple contre l'Inter, je vois mal Flick mettre Inigo d'entrée latéral gauche, tu vois, d'entrée dès le début du match, tu vois, et qu'ils doivent jouer latéral gauche tout le match. Je pense pas. Mais en cours de match, tu vois, ça peut être une solution, oui. Tu peux t'adapter un peu au match et vouloir garder cette solidité défensive tout en ayant cette sortie de balle de qualité avec Inigo et pouvoir aussi jouer les contre-attaques parce que Inigo il lance souvent les contre-attaques, fait souvent des longs ballons sur les attaquants. Donc je pense que c'est pour ces raisons. Ensuite, il y a Artissa Bartina qui dit « La prolongation va-t-il affecter les joueurs pour le match contre l'Inter ?» Oui, concrètement, oui, ça va laisser un peu des traces physiquement. Déjà qu'on enchaîne beaucoup de matchs, il y a beaucoup de matchs dans la saison, les joueurs voyagent, ça ne s'arrête jamais. Donc oui, jouer une prolongation quelques jours avant une demi-finale de Ligue des Champions, ça va jouer sur l'organisme des joueurs, physiquement. Maintenant, les joueurs, il y a pas mal de joueurs qui ont pu se reposer dans le match d'avant. Heureusement, le match contre Majorque, il y avait eu beaucoup de joueurs qui ont pu se reposer, donc là on pouvait jouer peut-être, tu vois, on pouvait jouer cette prolongation sans être trop fatigué, on va dire.
même si les joueurs l'étaient quand même. Mais j'imagine pas si on avait eu l'équipe type contre Majorque, là les prolongations ça aurait été compliqué. Mais oui, je pense que ça va laisser des traces. C'est pour ça que je suis un peu pas déçu, mais c'est pas que j'en veux à l'équipe, tu vois, mais je pense qu'ils étaient capables de plier le match rapidement. En vrai, si vraiment... Après peut-être qu'ils étaient pas physiquement assez frais, peut-être que voilà, il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait qu'on n'a pas pu vraiment plier le match, peut-être à cause de nous ou à cause de de ce qui se passait dans le match. Mais c'est un peu dommage parce que du coup on est allé en prolongation et on s'est mis tout seul un peu dans cette situation. Enfin on y a aidé, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait, je pense. Donc voilà, ça nous a pas aidé, ça va pas nous aider pour la fin de la saison, mais on verra. On verra bien, mais oui, ça va... Potentiellement pour moi ça va laisser un peu des traces. Ensuite il y a Jean-Baptiste qui dit salut Café, salut frérot, j'espère que tu vas bien. Et bah écoute, ça va bien, et toi? Ça va très bien, hein. Ferran MVP selon toi, vraiment il a été vraiment héroïque? Non, je pense pas que Ferran soit MVP. Je vous avoue que je ne saurais pas dire qui est MVP de ce match. Peut-être Lamine, il a fait 2 passes D, donc en termes de joueur décisif vraiment dans le match, c'est plus lui. Même s'il n'a pas été aussi flamboyant que d'habitude. Maintenant, Koundé a mis le but de la victoire. Donc bon, on peut dire que voilà, ça a été un peu le héros du match. Après, Koubarsi, pour moi, il a fait un gros match aussi. Même Inigo, il a été bon aussi. Donc, je sais pas, je trouve pas qu'il y ait un joueur vraiment qui surpasse les autres, on va dire, sur ce match-là, pour dire qu'il a été MVP. J'ai pas vu qui a été nommé MVP de la finale, je vous avoue. Mais Ferran, non. Alors oui, il a marqué, hein, mais je n'irais pas jusqu'à dire que c'était lui le MVP, non. Ensuite, il y a Wahab Pouy qui dit Rafinha a été un flop dans ce match. J'irais pas jusqu'à dire qu'il a été un flop. Flop pour moi, un mec comme Gérard Martin pour moi a été un flop. Il y en a qui ont dit ouais, j'ai bien aimé sa première mi-temps, mais pour moi il a perdu beaucoup trop de ballons. Alors c'est compliqué pour lui, il avait la pression et tout, il jouait, je l'ai dit sur Twitter hier, mais il y a un an il jouait la montée pour monter en Div 2, on va dire, avec l'équipe B. Là il joue en finale de Coupe du Roi face au Real Madrid, donc évidemment que la pression, évidemment qu'il l'a. Mais non, Rafinha, je pense pas que ça soit un flop vraiment, mais il n'a pas été aussi bon que d'habitude, il n'a pas été aussi décisif qu'il a pu l'être cette saison. Clairement, il a été un peu en dessous de son niveau, quoi. Mais bon, il n'a pas été vraiment flop, il a été utile, il a beaucoup donné, encore une fois, dans l'engagement, dans ses propositions, dans ses appels. Il venait chercher le ballon aussi dans les pieds pour proposer. Voilà, il s'est donné. Il a tenté aussi des choses, ça n'a pas fonctionné. Ses tirs ont été ratés. Mais c'est pas comme s'il avait été invisible, tu vois. Mais il n'a pas été aussi décisif qu'il a pu l'être cette saison. Donc voilà, mais j'irai pas juste à dire flop, non. Ensuite, il y a Aliutiano qui dit « On doit des excuses à Laporta. Dès le début, il voulait Hansi Flick même avant Xavi. » Je sais pas s'il voulait Flick avant Xavi, hein. Ça parlait de Nagelsmann, je crois, au début. Après, pourquoi on doit des excuses à Laporta? Je ne vois pas le rapport. Il a eu le flair, on va dire. Il a ramené Hansi Flick. Moi-même, je pensais pas que ça marcherait. Surtout par rapport à l'effectif, parce que je me suis dit, si on va avoir le même effectif, peu importe le coach qui va venir, ben, ça va être dur d'en faire quelque chose. Surtout des joueurs qui semblaient... mentalement lâché, quoi. Et au final, je me suis totalement trompé. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais on en reparlera à la fin de la saison. Mais après, devoir des excuses à Laporta, il a fait beaucoup de choses, Laporta. Il a fait des choses qui sont bien et des choses qui sont pas bien. Donc, s'excuser auprès de Laporta, pourquoi? De toute façon, personne. Franchement, Laporta, ça va, il est tranquille. Moi, il y a des choses que j'ai pas aimées de la part de Laporta, des choses dans sa gestion, dans sa communication. Donc, non, je ne dois aucune excuse à Laporta, personnellement. Moi, c'est pas un problème qu'il ait viré Xavi. Dès le départ, Xavi avait dit qu'il voulait partir, donc soit bon vent, tu vois. Moi j'avais dit, même à la fin de la saison dernière, que je voulais que Xavi s'en aille, pour le bien du club et pour le bien de Xavi, tu vois. J'avais envie que l'histoire s'arrête là et on passe à autre chose. Donc je n'en veux même pas à Laporta. Moi, là où je trouve que Laporta c'est totalement foiré, c'est dans sa manière de faire, sa manière de gérer ce truc-là. C'est une catastrophe. Peu importe que le résultat maintenant soit bien, la manière dont ça a été fait est catastrophique. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas, tu vois. C'est comme si, tu vois, t'avais un pote et tu n'as plus envie de traîner avec ce pote, ce n'est plus ton ami. Et au lieu de lui dire, bon frérot, c'est fini, tu vois, je peux plus voir ta tronche. Donc vas-y, on arrête de se parler. Bah, au lieu de faire ça, tu vas le tabasser, tu vois, par exemple. Et le résultat est le même, tu vois. Tu vas plus voir ce pote-là et tu vas te sentir mieux dans ta vie. Mais la façon dont ça a été géré, bon, t'aurais peut-être pas dû le tabasser, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Bon, l'image est bizarre, mais... Donc non,
Non, je suis désolé, mais non. Puis la gestion en fait du dossier Gundogan, le Olmo, tous ces trucs-là, non, ça n'a pas été... non, je suis désolé, il y a des problèmes. Et tout... Enfin, le fait que Flick redorait cette image-là du Barça avec ses résultats, avec sa manière de jouer, le fait qu'il ait changé ce Barça, hein, concrètement, ça n'efface pas ce qu'a fait Laporta. Ça ne peut pas tout effacer comme ça, c'est pas possible. Ensuite, il y a Loufa Wadista qui dit « Personne ne parle du match exceptionnel de Pau Cubarsí, encore une fois monstrueux. » Si, j'en ai parlé dans mon débrief. Monumental son match. Monumental. Dans les interceptions, il a été vraiment très très fort hier. Très très fort. J'en ai parlé, voilà, on parle souvent de Cubarsí, de Lamine Yamal. Je parle des deux parce que par rapport à leur âge, ils ont le même âge, ils sont de la même génération, ils ont évolué dans les équipes de jeunes ensemble et ils sont maintenant en équipe première ensemble, quasiment en même temps. C'est incroyable. C'est incroyable le niveau qu'ils ont, même le peu de peur qu'ils ont, quoi. Même la saison dernière, je veux dire, hein, c'est même pas que là, c'est des joueurs qui ont performé dès le début, quoi. Qui sont arrivés, qui se sont rendus indispensables, on va dire, à leur équipe très rapidement. C'est très fort. Franchement, c'est très très fort. Et on en parle, j'en ai déjà parlé, mais il y a une certaine génération comme ça de jeunes, t'as l'impression qu'ils ont pas de pression, ces jeunes-là, quoi. C'est fort, hein. C'est très très fort. Et surtout qu'ils sont en train de vivre une très belle période du Barça, enfin qui démarre, on va dire, qui a démarré déjà il y a quelques saisons, hein. Le renouveau du Barça, une sorte de nouvelle ère qui a démarré. C'est pas que cette saison elle est vraiment, elle se ressent vraiment parce qu'il y a les résultats et parce qu'on fait une saison de fou. Mais cette nouvelle ère avec ces nouveaux jeunes et ce jeu qui a essayé d'être remis en place, on va dire, le jeu du Barça, on va dire. Mais on est sur une nouvelle ère avec beaucoup de jeunes là qui arrivent et ça fait plaisir. Et même pour eux, ça va être très positif tout ça. Donc c'est cool. Ensuite, question de Fal Moussa qui dit « Le but du génie Pedri est splendide d'abord, il est au départ de l'action et aussi c'est lui qui le termine d'une façon spectaculaire. » Ouais. Bah, au tout départ, c'est une récupération de Cubarsí d'ailleurs. Puis après, Pedri, oui, prend le ballon, envoie Lamine en profondeur, une belle passe. Lamine qui patiente un petit peu, qui attend la solution et qui trouve Pedri à l'entrée de la surface complètement seul et goal. Ah, le but est magnifique, ouais. Ça vient récompenser aussi sa saison. Lui qui state pas beaucoup en termes de passes D et but, c'est vrai qu'il il state pas énormément le Pedrito. Et souvent il tire pas assez, on a tendance à dire vas-y Pedri tire. Et en vrai de vrai, à chaque fois qu'il marque des buts, Pedri, franchement, il a un beau répertoire de buts. Dès qu'il marque, généralement c'est des beaux buts. Est-ce que c'est son plus beau but? Je sais pas, le but contre Séville, vous savez, où il feinte là, il fait 2 feintes de frappe, il met à terre. Il y a le but contre Galatasaray aussi, vous faites un peu la même chose, il va faire une feinte de frappe, il va coucher tout le monde. Et après il va tirer juste dans les cages comme ça, faire une passe. Ça, c'est des beaux buts, mais ce but-là restera aussi dans les mémoires, je pense. Malheureusement pour lui, on va dire, c'est pas le but de la victoire, parce qu'imaginez, à la fin du match, imaginez 92e minute, Pedri entrée de surface qui met un but comme ça et ça donne la victoire au Barça. Je pense que le but rentre encore plus dans la légende du Barça ou du joueur, mais ça restera quand même dans les mémoires, parce que son but il est magnifique. Ensuite, il y a Johan qui dit, je crois que j'ai jamais vu un arbitre aussi sous pression que ce soir. Pour toi aussi? Ouais, je crois que ouais. C'est une dinguerie, c'est une folie le match que fait l'arbitre. Je pense que je pense qu'il a eu peur, hein, concrètement. Il y en a qui disent ouais, cet arbitre est catastrophique. Il a pas, peut-être qu'il est mauvais l'arbitre. On sait que les arbitres de Liga, généralement, hein, sans vouloir leur tomber dessus gratuitement, mais ils sont mauvais. C'est un fait, c'est comme ça. L'arbitrage en Liga est très mauvais. Tout le monde en est conscient, tout le monde le sait. Donc c'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise. Maintenant, je pense que l'arbitre vraiment avait peur. Il avait peur de sanctionner les joueurs du Real parce que pour ce qui s'est passé avant le match, tout simplement. C'est logique. C'est évident, les faits sont là et c'est devant nos yeux. Il faut juste, tu vois, c'est même pas un puzzle qu'il faut reconstituer, c'est juste chronologique, tu vois. Il y a eu la pression du club sur l'arbitre. L'arbitre en conférence de presse a dit qu'il avait subi des pressions, sa famille aussi, son fils et tout. Il avait vu son fils en pleurs. Il s'est effondré en larmes en conférence de presse. Lendemain, match, et on voit très clairement qu'il y a un problème. Il y en a, ils ont dit, ouais, vous voyez, il y a des supporters du Real qui ont dit, vous voyez, on vous avait dit qu'il fallait changer d'arbitre parce que l'arbitre n'était pas capable de l'arbitrer le match. Mais les gars, s'il n'est pas capable d'arbitrer le match, c'est à cause de votre club, déjà, dans un premier temps. Et on ne peut pas changer d'arbitre parce que ça voudrait dire quoi? Que vous êtes tout puissant, que vous êtes au-dessus de tout le monde en fait. C'est vous qui faites la loi du football, c'est vous, c'est bientôt vous allez tuer des gens comme ça sur le terrain et personne ne pourra vous dire quelque chose. C'est vous qui décidez, c'est quoi l'histoire en fait? Donc déjà ça, et oui, l'arbitre il se dit que s'il va mettre un carton, s'il se trompe en fait, en défaveur du Real, mais c'est un scandale, ça va faire un bruit monstre. Il se dit quoi?
on va harceler, on va menacer ma famille, mon gosse à l'école. En fait, l'arbitre, quand il est sur le terrain et qu'il se dit « Est-ce que je mets un carton ?» Imaginez s'il met un carton rouge en début de match sur Tchouaméni, qui le mérite le carton rouge. Imaginez s'il met un carton rouge. Le mec dans sa tête, il revoit toutes les images de son fils qui rentre de l'école en train de pleurer, il se dit « Mais ça se trouve, mon fils, il va encore plus souffrir. Ça se trouve, il va y avoir des... » Parce que, les gars, il y a un autre arbitre, en Liga, c'était pas le même, hein. C'est un autre qui a reçu des menaces de mort. Sa famille, son grand-père, je crois, ou son oncle, ou je sais plus, il avait reçu des menaces de mort de ses supporters abrutis. C'est une dinguerie. Donc dans le match, il se dit si je mets un rouge et qu'il n'y a pas rouge et que je me trompe et que les mecs... Il pense à tout ça, il pense à sa famille en fait. Mais tranquille, les supporters du Real, ils sont là, oh l'arbitre était pas bon. Ah bah ouais frère, tu m'étonnes. Il avait peur pour sa vie. Ah, on se croirait dans les années Franco quoi. Et les gars, il est de retour ou c'est comment en fait? Il a pris la relève le Pérez hein. Allez, tranquille, on va s'arrêter là. Ensuite, il y a FC Figo, oh, tiens, qui dit Flick a eu les cojones de sortir De Jong et Pedri alors que le match n'était pas gagné. Ouais, je pense qu'il a oui, déjà, oui, faut avoir quand même faut les avoir accrochés. Et je pense qu'il a pensé à la fin de la saison, tout simplement. Tu pèses le pour et le contre, tu dis, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de sacrifier des joueurs aussi importants de ton équipe pour un trophée, alors que tu as encore 2 trophées en cours, tu vois, potentiel à aller chercher. T'as la Ligue des Champions, la Liga. Donc est-ce que ça vaut le coup de sacrifier des joueurs importants et perdre potentiellement 2 trophées? Ou est-ce que tu peux sacrifier sur une fin de match des joueurs importants et sacrifier potentiellement un trophée, tu vois? Sachant que dans le match, tu sais jamais. Si ça va au péno, par exemple, bah écoute, tu te dis peut-être que les joueurs vont le mettre, peut-être que Chesney va faire une grosse séance de tir au but, il va tout arrêter. Tu vois, t'es pas sûr de perdre le truc, tu vois, le trophée. Donc c'était un choix assez sage, je trouve, au final. C'est même pas question de cojones, pour moi c'est un choix intelligent, je dirais. Ensuite, il y a Martin qui dit si tu devais acheter un joueur pour compléter ce 11 entrant, ce serait qui? Julian Alvarez. Je viens de voir d'ailleurs que Pavard, rien à voir, mais je viens de voir juste que Pavard sort sur blessure. Il y a déjà Thuram qui est blessé pour l'Inter et Pavard donc qui sort sur blessure. Je viens de voir aussi que Rudiger avait fait des excuses sur son Instagram hier. Se timbrer. Il n'y a définitivement aucune excuse pour mon comportement d'hier soir. Bah voilà, on peut s'arrêter là. Hein. Je suis vraiment désolé pour cela. Nous avons très bien joué à partir de la deuxième mi-temps. Après 111 minutes, je n'étais plus capable d'aider mon équipe. Et avant le coup de sifflet final, j'ai commis une erreur. Une erreur, oui. Encore désolé auprès de l'arbitre et de toutes les personnes que j'ai déçues hier soir. Bah, tu as déçu, tu as fait peur, frère. Tu as fait peur. Alors tes excuses ne suffiront pas, hein, je pense, frérot. Là, tu peux pas faire des choses comme ça, attaquer des personnes physiquement sans être puni, on va dire. Ensuite, il y a Mas Lodia qui dit ça faisait du bien de revoir la Grada en tribune. Ouais. Vous avez vu l'ambiance qu'il y a eu hier? C'est une folie. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette ambiance-là dans chaque match du Barça à domicile, quoi. Chaque match à domicile et le stade et voilà, j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie de... Mais c'est un cimetière, quoi. C'est un cimetière. Alors, il y a les soirs de Ligue des Champions qui sont différents. Il y a quand même beaucoup plus d'ambiance les soirs de Ligue des Champions parce que voilà, c'est la Ligue des Champions. Mais un match de Liga, on va dire lambda au stade, c'est un cimetière le truc. Alors hier c'était un classico, il faut le prendre en compte aussi. Finale de Coupe du Roi, classico, t'as la moitié du stade qui est rempli par, pas forcément par la Grada, mais beaucoup de sociaux, beaucoup de supporters qui ne sont pas forcément des touristes, vous savez, parce que à Barcelone c'est comme ça, c'est une ville très touristique. Envie d'aller voir le Barça, on va dire c'est le truc un peu de passage. Donc t'as beaucoup de touristes, t'as des touristes qui sont là, t'as certaines personnes dans le stade qui viennent voir le match juste pour ouais je suis allé voir un match à Barcelone, ouais c'était sympa l'expérience, mais qui sont pas du tout fans du Barça, qui sont pas des supporters et tout, tu vois. T'as des groupes de personnes qui viennent un peu de partout, qui viennent comme ça au stade, tu vois. Donc je dis pas que c'est que de leur faute et tout ça. De toute façon, historiquement, les supporters du Barça, on va dire, la plupart du temps, c'est assez calme en fait. C'est plus des spectateurs que vraiment des hooligans, enfin des hooligans, mal compris, des joueurs, des gens qui mettent vraiment une grosse ambiance. Mais bon, la Grada est là pour ça normalement et voilà. Et donc hier, c'était un classico, donc il y avait beaucoup d'ambiance. Il faut le prendre en compte. Moi, je suis allé voir un classico au stade et je suis allé voir un autre match, on va dire un peu plus lambda au stade et je vous dis que ça n'a rien à voir. Un classico, il y a toujours une ambiance de folie dans tous les cas. Et là, voilà, le stade était rempli à moitié, comme je l'ai dit. C'était une ambiance vraiment folle et ça fait plaisir, oui aussi. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça avec une ambiance de feu dans les tribunes. On finit avec la question de Ayam Batus qui dit le glow-up de Ferran, la lucidité sur le but de l'idéalisation. Ouais. Bah Ferran, ouais, c'est un joueur... c'est un bon joueur, Ferran Torres. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont oublié ou n'ont jamais voulu le voir.
Mais ça reste un joueur qui, s'il est en confiance, il peut t'apporter. Maintenant, évidemment que c'est pas un joueur que tu places directement d'entrée titulaire, tout ça, surtout pas au Barça. C'est pas le joueur à qui tu vas penser en premier quand tu vas faire ton 11, mais ça reste un joueur qui, comme je l'ai dit, quand il est en pleine confiance, il peut apporter, il a des qualités, il a beaucoup de qualités, Ferran Torres. Je me suis tué à le dire pendant des années au final, parce que depuis qu'il est arrivé, je le dis, il a des qualités, il a beaucoup de défauts aussi, c'est vrai, comme la finition. Là, hier, il a montré qu'il a eu beaucoup de lucidité dans la finition, beaucoup de sang-froid. Et voilà, il a marqué un but assez important parce qu'il nous remet dans le match, il nous remet la tête à l'endroit et c'est ça qui nous permet d'aller en prolongation et du coup de gagner. Donc c'est un but très important. Et voilà, mais c'est vrai que oui, Ferran Torres, il a des qualités. Maintenant, c'est loin d'être un top joueur mondial. Mais je pense qu'il est très très sous-estimé, Ferran Torres. Parce qu'au final, il y en a plein qui se posent des questions, qui trouvaient des excuses à chaque fois en disant si Ferran Torres il est appelé en sélection, c'est parce qu'il sort avec la fille de Luis Enrique et tout ça. Mais alors, c'est en fait, de base, c'est des genres de vannes qui se transforment en vérité générale, tu vois. Comme beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, hein. De toute façon sur les réseaux, tout ça. Mais c'est n'importe quoi. Ferran Torres, s'il est là où il en est aujourd'hui, c'est pas pour rien non plus. Si Pep Guardiola a voulu l'acheter à City, je prends souvent cette référence parce que beaucoup savent à quel point Guardiola est un bon entraîneur. Donc il y a ce respect envers Guardiola, tu vois. Si moi je vous dis que Ferran Torres est un bon joueur, vous allez juste me rire au nez. Mais si Guardiola dit que Ferran Torres est un bon joueur et qu'il le veut dans son équipe, je pense qu'il y a un peu moins de monde qui vont se foutent de lui. Si Flick considère que Ferran Torres a vraiment sa place dans cet effectif, peut-être que certains vont moins rigoler aussi. Donc voilà, mais s'il en est là où il est aujourd'hui, Ferran Torres, ce n'est pas pour rien. Maintenant, on voit cette saison un Ferran Torres qui a un peu plus confiance en lui et on voit ce que ça apporte dans une équipe qui tourne bien. Et ça, c'est la chose que j'avais dit quand on a signé Ferran Torres. C'est ce que j'ai dit, ça sera jamais un joueur qui va porter ton équipe. Par contre, dans un effectif qui tourne vraiment bien, dans un collectif assez fort, Ferran Torres, il peut apporter quelque chose à l'équipe, il pourra s'épanouir dans un gros collectif. Mais ça sera jamais lui qui va porter l'équipe. C'est pas un joueur comme ça, c'est pas un Lamine Yamal, c'est pas un Pedri, c'est pas ce type de joueurs-là qui vont porter l'équipe vers le haut, tu vois. Mais tu peux quand même compter sur lui, je pense. J'espère que la vidéo vous a plu les amis, je suis un peu KO là. On se retrouve demain, probablement. Je sais pas encore pourquoi, mais on se retrouve demain. Je vous laisse profiter de votre week-end et je vous dis à demain.